on s'attaque à un sujet assez vertigineux. On va se pencher sur une analyse, celle de Quinn Slobodian, qui explore une vision du capitalisme capable, franchement, de transformer notre monde du tout au tout. C'est parti. Ok, alors pour bien commencer, je vous pose cette question. Imaginez, vous n'êtes pas content des lois de votre pays. Pas de souci, hop, on sort sa carte bleue et on change de fournisseur de gouvernement, un peu comme on change d'opérateur téléphonique. Ça a l'air complètement fou, non? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est une idée qui, figurez-vous, est en train de faire son chemin. Voilà, l'idée de base, elle est là. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un truc qui arriverait par hasard, non, c'est un vrai projet réfléchi. L'objectif, c'est de faire éclater les pays, les États-nations qu'on connaît, pour les remplacer par des milliers de petits territoires privés. Et qui est-ce qui pousse cette vision? On retrouve des gens très très influents, beaucoup viennent de la Silicon Valley. Pour eux, les lois, la démocratie, tout ça, ce sont des obstacles à l'innovation. D'accord. Mais alors, pour vraiment saisir ce que ça changerait, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le point de départ. Comment ça fonctionne notre monde aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est exactement menacé dans cette histoire? Aujourd'hui, on vit dans ce qu'on appelle un État-nation. C'est un concept qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est simple. Prenez un territoire comme la France, ajoutez une population, donc nous, mettez un gouvernement qui crée des lois communes qui s'appliquent à tout le monde, et tout ça en principe c'est pour l'intérêt général. C'est ce système qui paye pour les écoles publiques, les hôpitaux, les routes, et qui met en place les règles pour protéger l'environnement. Bon, et le capitalisme dans tout ça? Attention, ici on ne parle pas juste de vendre des téléphones ou des baskets. Non, dans la vision qu'on explore, ce qui devient un produit à vendre, c'est la loi elle-même. Le pouvoir de décider des règles, ce qu'on appelle la souveraineté, eh bien ça deviendrait une marchandise comme une autre. On pourrait l'acheter, la vendre, la louer. Et c'est là qu'on arrive au basculement. Le point clé, il est là. Si ce modèle-là arrive à s'imposer, la logique de nos sociétés est complètement inversée. La vie ne serait plus organisée autour des droits qu'on a en tant que citoyen, mais autour de notre capacité à payer. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on a sur son compte en banque. C'est un changement de logiciel total. D'accord, mais une vision pareille, ça ne sort pas de nulle part. Qui sont les gens qui pensent à ça? Qui sont ces architectes du futur? Allons voir d'un peu plus près. Non, ce ne sont pas juste des théories en l'air. Derrière, il y a des personnes bien réelles, avec beaucoup d'influence. Le nom qui revient tout le temps, c'est celui de Peter Thiel. C'est un des cofondateurs de PayPal, donc pas n'importe qui, et son inspiration, il la tire d'un économiste très célèbre, Milton Friedman, qui était en quelque sorte le champion du monde de la dérégulation. Ok, pour bien piger leur projet, il faut comprendre un mot important, libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est une idéologie qui est radicalement contre les règles collectives, et donc contre l'État. Pour un libertarien, l'État, c'est l'ennemi. La seule chose qui compte vraiment, c'est la liberté individuelle, et cette liberté est protégée par la propriété privée. Point barre. Toute règle, toute loi commune, c'est vu comme une entrave, une agression. Ce tableau, il est super utile pour y voir plus clair, pour bien séparer les choses. D'un côté, on a les faits, ce qui se passe vraiment. Par exemple, c'est un fait. Peter Thiel met de l'argent dans des projets très concrets qui ont pour but d'échapper aux lois des pays. C'est pas de la science-fiction, ça arrive. Et de l'autre côté, on a leur vision, leur but ultime. Et ce but, c'est un futur où on aurait des sortes d'États-entreprises qui seraient en compétition les uns avec les autres. Très bien. Mais comment on passe de l'idée à la réalité concrète? Eh bien, il y a une stratégie, et elle est déjà en place, ça s'appelle la stratégie des zones d'exception. La méthode, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. L'idée, c'est de grognoter petit à petit le pouvoir des pays. Comment? En créant des sortes d'enclaves, des bulles, des territoires où les lois normales ne s'appliquent plus. Imaginez des endroits sans salaire minimum, avec très peu de règles pour l'environnement, presque pas d'impôts. C'est le paradis pour certains types d'entreprises. Et attention, ça existe déjà, ce n'est pas du futur. Le grand modèle historique, c'est Hong Kong, qui a été un peu le laboratoire du capitalisme sans démocratie. Et aujourd'hui, on voit ça partout sous des formes modernes. Les zones franches, près des grands ports, les paradis fiscaux, bien sûr, mais aussi des projets qui semblent dingues, comme des villes flottantes en plein océan, juste pour être sûr d'échapper à toutes les lois de tous les pays. Alors, la conséquence de tout ça, elle est hyper concrète. Quand un pays dit OK pour créer une de ces zones, il accepte de ne pas y collecter d'impôts ou très peu. Et moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. C'est mécanique, ça veut dire moins d'argent public pour financer tout ce qui nous sert à tous. Moins d'argent pour les écoles, pour les hôpitaux, pour protéger l'environnement. C'est une équation assez simple en fait. Et ce changement, il n'est pas que économique. Il touche à quelque chose de bien plus profond, notre statut. La question c'est, est-ce qu'on reste des citoyens ou est-ce qu'on est en train de devenir de simples clients? Ce tableau y résume parfaitement la différence. D'un côté, le modèle démocratique. Le statut, c'est celui de citoyen. Le pouvoir, c'est une voix, c'est le vote. Le cadre, ce sont des droits fondamentaux. De l'autre côté, la gouvernance privée. Là, le statut devient client. Le pouvoir, ce n'est plus la voix, c'est la sortie. Pas content, eh bien, on s'en va si on peut. Et les droits,
Ils sont remplacés par un contrat de 50 pages en tout petit, vous savez, le genre de conditions générales qu'on accepte sans jamais les lire. Le risque, au final, il est là. C'est que la liberté, la justice, la protection, tout ça ne soit plus considéré comme un droit fondamental garanti à tout le monde, mais comme une option payante, comme un abonnement premium. Et évidemment, pour s'abonner, il faut avoir les moyens. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers un avenir à la carte? S'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Ce projet n'est pas une révolution brutale, c'est plutôt une transformation lente, discrète, silencieuse. L'idée, c'est de remplacer petit à petit le citoyen qui participe à la vie de la cité par un consommateur qui, lui, ne fait que choisir et acheter des lois sur un marché. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question un peu brutale, mais essentielle, qu'on peut lire ici. Si ta citoyenneté devient un produit de luxe, que se passera-t-il le jour où tu ne pourras plus payer la facture? C'est une question qui pèse lourd, surtout pour les générations qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive à celles et ceux qui ne peuvent juste pas se payer l'abonnement? Voilà, on arrive au bout de cette présentation, mais attention, une chose est hyper importante. Le but ici, ce n'est pas de vous dire « voilà la vérité, il faut penser ça ». Non, ce qu'on vient de voir, c'est une analyse, un point de vue. La chose la plus intelligente à faire maintenant, c'est de tout remettre en question, d'être critique, y compris avec ce que je viens de vous raconter. Allez chercher d'autres infos, d'autres sources, lisez des avis contraires, et surtout, le plus important, c'est de vous forger votre propre opinion.